J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette seconde chronique de Pavillon Noir, toujours animée par le lieutenant Sturm, votre serviteur. Petit préambule, pour vous remercier, de l'accueil que vous avez fait à la première chronique la semaine dernière. Merci donc à toutes et à tous pour vos encouragements, vos critiques, et même et même vos reproches. Le sujet, il est vrai, n'était pas fait pour laisser indifférent, tant cette fameuse soumission étend son emprise sur chacun d'entre nous et, je dirais, s'insinue dans notre quotidien. Une remarque cependant, aux quelques-uns qui ont pu penser que je jetais l'anathème sur tout et tout le monde, avec de l'orgueil, voire du dédain, et que mes propos étaient guidés dans ce sens-là. Sachez que je ne blâme personne, mais qu'il est à mon sens plus qu'urgent de réveiller nos camarades, de sortir nos concitoyens, en tout cas le plus possible d'entre eux, de la matrice. Et entre autres, si mes chroniques, au point de parfois acides, permettent cette contribution, de contribuer à ce réveil, de secouer quelques consciences et de mettre en marche quelques neurones, alors c'est sans état d'âme, bien évidemment, que je continuerai. Au menu de ce soir, une chronique que j'ai baptisée de l'engagement, et qui est en quelque sorte le prolongement direct des réflexions de la semaine dernière et de la première chronique. Ce sont les commentaires de certains des auditeurs la semaine dernière qui appelaient au que faire et posaient très directement la question du que faire, qui m'ont amené à parler de l'engagement ce soir. Le que faire. Que faire, c'est une question angoissante à laquelle notre environnement, la modernité, qui est mouvante, changeante, brumeuse, grise, ne permet pas bien souvent de donner des réponses satisfaisantes, organisées, en tout cas au premier abord. Au premier abord seulement d'ailleurs. Parce que si l'on y pense, et lorsque l'on y pense, les réponses au que faire sont, en tout cas sur nos rivages, ceux des radicaux, très souvent à rechercher dans les doctrines. Et comme dans toutes les doctrines, les réponses apportées ne peuvent être que génériques, circonscrites à un espace-temps, d'ailleurs plus ou moins révolu, on continue à rester dans la difficulté du que faire. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que les corpus doctrinaux ne servent à rien, loin de là. Mais je dis que chez les radicaux, les dissidents, les identitaires, les enracinés, les nationaux, les nationalistes, très souvent, ces corpus doctrinaux sont utilisés à mauvais escient, ou plus exactement selon de mauvaises modalités. En effet, nous comptons très souvent, ou trop souvent, sur la doctrine pour nous guider dans le réel, alors que nous devrions d'abord intégrer le réel parce que nous avons intégrer les principes doctrinaux. À ce sens, et très directement, c'est pour moi là l'engagement tel qu'il devrait être. Rentrons un peu dans le détail, si vous le voulez bien. Dans toutes les mouvances radicales, les militants partent du principe qu'ils savent. Oui, ils savent qui est l'ennemi, ils savent comment fonctionne le monde, on les informe, on les forme là-dessus, ils savent où se trouvent les lignes de force et de faiblesse, ils savent d'ailleurs contre tout le monde, ils savent parfois en dépit du peuple. Bref, le milite qui prétend représenter un avant-gardisme, une avant-garde, se drape souvent dans une sorte de tour de garde, de fortification, de certitude doctrinale. Cette certitude lui garantissant une raison éclairée, et même si le monde qui l'entoure entièrement, d'ailleurs, lui donne tort. Armin Moller-Van den Broek écrivait au début des années 20, en 1923, qu'il était temps de fluidifier les doctrines. Armin Moller-Van den Broek est un des pères de la révolution conservatrice allemande. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre la portée réelle de cette phrase. Et cette phrase répond précisément au sujet qui nous préoccupe ce soir et à l'impasse doctrinale du que faire. Elle propose en effet une autre méthode de combat consistant à incarner le principe plutôt qu'à le défendre comme un dogme. L'incarnation du principe permet de se projeter dans le réel et de l'expérimenter. Oui, l'expérimenter. Vérifier que la doctrine fonctionne au réel. Vérifier que nos principes valident.
ou sont validés par le réel. Dès lors, si l'on est à soi-même sa propre loi, comme disait Dominique Vénère, si l'on préfère incarner plutôt que de défendre, la question du que faire n'a plus d'objet, elle se vide et peut être remplacée par celle bien plus intéressante du comment faire. Comment, sachant ce que je suis, sachant les idéaux qui me portent et les principes qui me guident, oui, comment et où puis-je servir au mieux les intérêts de ma cause. Cet axe de travail militant s'éloigne grandement de celui actuellement et majoritairement pratiqué. Parce que la doctrine l'a proférée, on attend le grand soir, on attend la révolution qui va immanquablement arriver. On ne sait pas ni où ni quand, on n'aide d'ailleurs pas finalement à son éclosion, mais la révolution va arriver. On entre bien souvent dans une frénésie militante, en cours de manif en action, de formation en affrontement, plus ou moins motivé d'ailleurs. Mais pour quel résultat? Enfin, j'ai envie de dire, mais pourquoi fait-on tout ça, Car la question est ici vitale. C'est celle de l'efficacité. Elle est cruciale. Si pour pas mal de personnes vous avez tous et qu'on a tous pu croiser, quelques années de radicalité politique se résument souvent à, je dirais, une expérience de franche rigolade entre camarades et amis, le plaisir de jouer un moment le rôle du paria du système pour rentrer ensuite dans le rang, Il y a beaucoup de militants qui, comme moi, comme vous, je l'imagine, pensent que nos idées sont plus pertinentes que jamais, que la question du triomphe de nos idées obsède, effectivement, et pour nous, celle de l'efficience militante est lancinante et primordiale. Parce que, in fine, il ne s'agit pas de nous faire plaisir, il ne s'agit pas de nous enivrer d'une prétendue pureté militante dans laquelle nous pourrions nous draper, de goûter avec plaisir au rôle du paria. Personne ne nous aime, le système nous déteste, etc. Non, en clair, il s'agit de savoir comment nous pouvons, de manière la plus efficace possible, parler à nos concitoyens. Il s'agit de retrouver le chemin du dialogue avec notre peuple. Et là, les doctrines parlent du peuple, définissent le peuple, souvent d'ailleurs assez négativement, c'est une masse passive, changeante, oublieuse, etc. Mais en fait, quand on travaille cette question, personne n'explique l'urgence qu'il y a à se reconnecter avec ce peuple, à reprendre pied. De fait, pour bon nombre de militants actifs, sérieux, et je le crois sincères, quelques années de frénésie de combats doctrinaux, de combats militants doctrinaux, dans un cadre qu'on va appeler classique, traditionnel, hérité du XXe siècle, suffisent à donner envie de sortir. Les militants sérieux finissent par s'en aller, parce qu'ils comprennent qu'à un moment, ce cadre doctrinal, ces formes dépassées et obsolètes les condamnent à rester en dehors du peuple, à rester incompris, à rester inaudibles. Pour beaucoup d'ailleurs, c'est l'occasion, et on le voit depuis quelques années, de basculer dans une option qui est radicalement aux antipodes de la première, du combat militant, qui est celle qui est, un mélange entre le retour à la terre, le survivalisme et la défense individualo-familiale d'un mode de vie rural, ou en tout cas plus ou moins coupé du monde. En gros, on peut résumer ces bascules entre soit manif et drapeau, soit salade et couteau, si l'on veut résumer. Mais ces deux comportements, parce qu'ils répondent tous deux à des doctrines, sont parfaitement en adéquation avec le que faire, mais interdisent à court ou moyen terme une réponse probante au comment faire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles partent tous deux du principe que l'on a raison contre tout et tous. Le militant qui défile drapeau au vent, lunettes de soleil sur le nez, foulard sur la bouche, des slogans radicaux, habillé avec la panoplie faf des grands jours, eh bien ce militant ne pourra au mieux constituer que quelques minutes d'attraction, parfois craintive, pour le citoyen qui passe au coin de la rue, qui attend son bus, et qui lui a la tête, remplie de préoccupations urgentes. Puis vais-je garder mon emploi jusqu'à la fin du mois? Comment rembourser tel crédit? Et ma fille qui attaque des études de machin, comment couvrir ces études-là? Comment faire en sorte que mes enfants puissent aller de manière sécurisée à l'école quand vient de s'installer dans le quartier toute une ribambelle de migrants, tous plus sympathiques les uns que les autres, etc., etc. Que faire de cette hausse des prix? Est-ce que je donne à manger des choses correctes à mes enfants? Ne sommes-nous tous pas en train de nous empoisonner dans la grande distrib, etc. Toutes ces questions qu'il traverse font qu'il portera un regard distrait sur ce grand drapeau qui flotte, ces slogans qu'il comprendra à moitié. De même,
Notre survivaliste, lui, va recevoir un accueil, bon, on va dire poli mais distant, des ruraux qui vont regarder avec curiosité ce drôle de Gus qui se pique de régler tout seul, d'ailleurs dans sa maison bunker, les problèmes du temps. Ces deux attitudes exclusives, celle de la minorité agissante mais ignorée, ou celle du retour à la Terre en mode bunker, sont malheureusement vouées à l'échec. À ces deux-là, je propose d'opposer un retour sur Terre. Oui, un retour sur Terre, pas un retour à la Terre, un retour sur Terre, c'est-à-dire un retour au milieu des nôtres, un retour au combat, au pluriel, à tous ces combats menés par des associations écologistes, à toutes ces initiatives pour un monde décroissant, à toutes ces initiatives de protection animale, de relocalisation de l'économie, à tous ces travaux culturels de reconnexion avec l'histoire locale, régionale, à tout ce bénévolat dans les corps agissants, qu'il s'agisse des corps de sécurité civile, de pompiers volontaires, d'aides aux personnes âgées, et même, je dirais, à toutes ces aventures avant-gardistes que sont les écoles hors contrat, les écoles de famille, les écoles de parents, l'école à la maison. Voilà. Il y a énormément, il y a un front quasi infini d'engagement. Parce qu'enfin, qu'est-ce qui est le plus payant? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Et là, je vous interroge en termes révolutionnaires. C'est-à-dire, non pas avec vos tripes, mais avec votre tête. Qu'est-ce qui est le plus radical? Faire 10 manifestations en turbané, avec des colifichets dans tous les coins, ou devenir le chef de pompiers de son village, des pompiers de son village. Coller 30 affiches ou 30 affiches ou sauver une zone de forêt de l'installation d'un supermarché. Posséder 12 fusils d'assaut dans son bunker ou déployer un vrai réseau de distribution de produits, fruits et légumes bio et locaux, par exemple. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il faille se passer de sécurité personnelle, qu'il faille cesser de marquer le territoire avec les supports adéquats, affiches, autocollants. Je ne dis pas qu'il faut arrêter ça. Mais je pense qu'il faut surtout prendre la tête d'initiatives populaires, aider à la constitution d'autonomie au sein du peuple, pour que le peuple reprenne conscience de sa force, de sa puissance, et pour que le peuple se forge une nouvelle souveraineté. Et qu'est-ce qui empêche tout ça? Qu'est-ce qui empêche les radicaux de notre mouvance, en tout cas de notre famille, de se projeter dans ces combats? Eh bien tout simplement, et on retombe dessus, l'écueil idéologique. Ce discours que je vous tiens, je l'ai déjà tenu à plusieurs endroits et à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on me répond tout le temps? Ah ouais, mais on va pas aller là-dedans, c'est des trucs de bolche, hein. Ou alors, ouais, mais ça, c'est une initiative gauchiste, ou alors, ouais, c'est les écolo-gogos qui font ça, etc., etc. Ah bon? Ah bon? Parce que la lutte contre le capital, la lutte pour la préservation de la nature et des terroirs, contre le profit, pour la vie, contre les formes diverses de métissage et pour la distinction entre les hommes, ça, c'est un truc d'écolo-bobo, d'écolo-gauchiste. Comment se fait-il que ce soit des guignols à dreadlocks qui soient en première ligne dans la défense d'un espace forestier ou de formes traditionnelles d'agriculture, et pas tous ceux qui se définissent comme des enracinés, des patriotes, des identitaires, des nationalistes? Comment expliquer ce paradoxe? Parce que les doctrines, encore elles, les ont coupés des réalités de terrain. Parce que les slogans, les manifs, les ont fait germer hors sol, hors monde, comme des tomates, vous savez, sous serre. Et les ont envoyés surtout, et ça c'est bien plus grave, dans la spirale de l'échec répété. On critique, mais on ne construit pas. On dénonce sans jamais faire. On n'expérimente plus, on théorise. Je suis bien placé pour vous en parler, parce qu'avec le MAS, on a beaucoup expérimenté ces dernières années, du microcrédit à l'aide aux démunis, la reconstruction de maisons avec des familles modestes, la projection dans des luttes de territoire, le soutien aux Français en souffrance, je pense ici à Calais, mais à d'autres endroits, les AMAP qui nous ont permis de distribuer des produits bio, des dizaines de projets sociaux, écologistes, enracinés, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas intéressé beaucoup la mouvance. C'est vrai, c'est sûrement moins séduisant, moins tripant, qu'une bonne bagarre de fin de soirée avec Mouloud ou avec les Rouges, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Tout est toujours une histoire de choix. Et si on est un tant soit peu lucide, le choix, c'est reconquérir, reprendre ce qui nous appartient. C'est à ce point seulement que la doctrine aide. Elle aide à se rappeler sans cesse ce que nous voulons défendre et ce que nous voulons reconquérir. En définitive, la question est simple.
Soit on veut gagner, et il faut se projeter dans les combats au milieu du peuple. Ça ne veut pas dire avec une panoplie complète, on n'est pas forcément obligé de dire à la personne qui est à côté de soi, quand on vient dénoncer l'installation des migrants dans un village, on n'est pas obligé de dire « je suis du MAS, je suis de machin, je suis de trucs chouettes, regarde mon badge, regarde... » Non, je suis comme toi, je suis préoccupé et je vais t'aider à prendre conscience des choses. Soit on passe par ce biais-là, et alors, j'oserais dire, il y a énormément de travail. Soit on préfère incarner le dernier carré, les purs et les durs, et là, il y a tous les groupuscules de la Terre qui sont là pour nous accueillir. À vous de choisir, amis pirates, à vous de réfléchir à ceci. Ici, vous le savez, nous avons choisi de gagner. Chers auditeurs, amis pirates, je vais vous laisser sur cette réflexion. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas très grave, car nous ne sommes pas en démocratie, vous le savez, nous sommes en piraterie. Allez, bonsoir.